Au-dessus des montagnes de Santa Lucia, dont les pentes s'abîment dans le Pacifique, un gigantesque oiseau prend possession du ciel. Sa présence est un miracle. Le planeur, dont l'envergure avoisine les 3 mètres, est un condor de Californie. En 1987, les tout derniers individus y ayant été prélevés, l'espèce s'éteignit à l'état sauvage. Un biologiste, Joe Burnett, ne perd pas l'oiseau des yeux. Burnett et d'autres hommes de bonne volonté ont réintroduit près de 400 condors dans le ciel de Californie. Le biologiste connaît chacun d'eux. Dans le ciel où n'évoluait qu'un condor, en voici un deuxième. Ce spectacle dérange profondément le chercheur. En effet, il s'agit d'un couple. Si ce mâle et la femelle volent ensemble, c'est qu'aucun d'eux ne couve leur œuf. Dans le passé, les œufs d'où sont nés ces condors ont été obtenus au prix d'incroyables efforts. Pour cette espèce, le temps des périls est peut-être de retour. Pour comprendre pourquoi ces 2 condors ont abandonné leur œuf, Joe Burnett doit inspecter leur nid. Il escalade le canyon de Partington. Les oiseaux observent le grimpeur. Ils s'énervent, au point que leurs ailes se frôlent et s'en mêlent. Les 2 condors ne cessent de tournoyer au-dessus de Burnett. Le biologiste parvient enfin à la plateforme. Oh non, l'œuf a été écrasé. La coquille s'est émiettée à un stage précoce, probablement sous le poids de l'oiseau qui couvait l'œuf. Un couple n'en produit pas plus d'un tous les 2 ans, car il faut plus d'1 an à l'oisillon pour devenir autonome. Pour une espèce naguère sauvée de justesse, chaque embryon n'en est que plus précieux. La perte de l'un d'eux est un désastre. Le condor reflua jadis, au gré des périodes de refroidissement, de la côte atlantique jusqu'où s'étirait son territoire à celle du Pacifique. Au XIXe siècle, on ne le trouvait plus qu'en Californie. En 1950, son territoire se réduisait à 2 enclaves au nord de Los Angeles. Dans les années 80, l'espèce était condamnée, vouée à l'extinction. C'est alors qu'on décida de la reconstituer dans 3 zones, en Californie, en Arizona et plus tard en Basse-Californie, au Mexique. Voici filmé en 1987 le dernier condor sauvage de Californie. À peine s'est-il posé parmi des corbeaux qu'un filet l'emprisonne. Avec lui, il ne reste plus désormais dans le monde que 27 condors de Californie, tous captifs. Les condors de Californie survivants, tous identifiés par une marque fixée à l'aile, vont participer à un programme de reproduction intensif mené par les zoos de San Diego et de Los Angeles. En retirant aux mères les œufs à peine pondus, on va stimuler l'ovulation et multiplier par 2 le nombre de naissances. C'est ce que l'on appelle le double clutching. Chaque oisillon extrait de l'incubateur est traité comme un prince.
on veut éviter que l'oisillon ne s'habitue à la présence de l'homme. Il est donc élevé par une mère artificielle, une marionnette qui lui fait ingurgiter de petits morceaux de viande. En 1991, on estima que l'opération de réintroduction des condors pouvait commencer. Un premier condor fut relâché en Californie, un autre le suivit un an plus tard, puis d'autres encore, et d'autres en Arizona, non loin du Grand Canyon. En 1998, la population de condors libres atteignit 150 individus, redevenant ce qu'elle était en 1950. Aujourd'hui, les biologistes rêvent d'atteindre 400 individus. Ils n'en sont pas si loin. Berkeley, Californie, l'université aux 65 prix Nobel. C'est là, aujourd'hui, que Joe Burnett va analyser sous la lentille d'un microscope à balayage électronique les fragments de coquilles d'œufs qu'il a recueillis sur la plateforme du canyon de Partington. La coquille d'œuf, à la fois minérale et organique, joue un rôle déterminant dans le développement de l'embryon. La structure est traversée de pores par lesquels se produisent les échanges gazeux entre l'extérieur et l'intérieur de l'œuf. Le microscope révèle une grave anomalie de la coquille. Une couche manque. Comparée à une coquille normale, voici à quoi se réduit celle du canyon de Partington. La fragilité de l'œuf explique qu'il se soit brisé. Mais comment cet amincissement a-t-il pu se produire? Une première hypothèse vient à l'esprit. Joe Burnett vient-il de mettre au jour un nouvel effet du mal qui causa jadis la disparition de l'espèce? Nous sommes dans les années 1970. Les scientifiques se demandent alors pourquoi la mortalité des condors ne cesse d'augmenter. L'ingestion par les oiseaux de microdéchets, tels que de petits objets de plastique, joue un rôle très négatif, mais ne suffit pas à expliquer cette mortalité. On s'intéresse à ce que mangent les condors, des carcasses de cervidés, sangliers, chèvres sauvages, ou faute de mieux, de plus petits mammifères, lièvres ou coyotes. Un gibier abondant peuple les collines du Big Sur et attire les chasseurs. Des cerfs, des daims, des cochons sauvages. Les chasseurs prélèvent les cuisseaux, les filets et toutes les parties nobles. En général, ils abandonnent les carcasses sur place. Ce n'est donc pas non plus par manque de nourriture que les condors disparaissent. Au zoo de Los Angeles, l'un des deux établissements pilotes pour la sauvegarde des condors, Mike Clark accueille encore aujourd'hui, mais bien moins qu'à l'époque, des oiseaux qui souffrent de désordres organiques et comportementaux typiques de l'époque des années 1970. Ils sont atteints d'un mal dévastateur qui dégrade leurs fonctions digestives, motrices, cardiaques et rénales. Chaque fois qu'un chasseur abandonne sur le terrain les reliefs de sa proie, les condors tardent à arriver. Contrairement à d'autres charognards, leur odorat presque inexistant ne les renseigne guère sur l'emplacement des carcasses. Ils doivent s'en remettre à leur vue et à leur ouïe. L'agitation et les cris d'autres convives leur indiquent le plus souvent le lieu du festin. C'est pourquoi le condor est toujours le dernier à se mettre à table. Un premier condor, qui a repéré la charogne, entame sa descente. Un
deuxième, même à une grande distance, remarque la manœuvre de son congénère et descend à son tour. En une dizaine de minutes, toute la patrouille est rassemblée. Un jeune, reconnaissable au duvet noir de son cou, qu'une peau rouge et orange ne remplacera qu'au bout de 6 ans, arrive en premier. Il écarte prudemment les importuns. Dépourvu de véritables cordes vocales, le condor ne contribue en rien au vacarme qui règne autour de la carcasse. Il ne peut que siffler, chuinter, grogner. Les adultes s'approchent à leur tour. Il importe peu que la racaille des corneilles et des petits vautours ait déjà entamé la charogne, car seul le bec du condor peut entailler les cuirs les plus résistants, dilacérer les tendons les plus coriaces, briser les os pour en atteindre la moelle. Le cou des vautours, déplumé, leur permet d'introduire leur bec au plus profond des entrailles. Aucun morceau de chair ou de sang coagulé n'y restera donc attaché. Cela évite à l'oiseau les risques d'infection, car son propre cou est la seule partie de son corps que le bec ne peut atteindre pour la nettoyer. Dans le ciel de Californie, aucun condor, même en plein vol, n'échappe à la surveillance des scientifiques. Mira Finkelstein, de l'Université de Californie à Santa Cruz, se passionne pour le mal mystérieux qui a failli causer la disparition totale de l'espèce. Mira Finkelstein observe une plume prélevée sur un condor mort récemment. Cette plume d'apparence banale va livrer à la biologiste des secrets bien enfouis. Voici la balle qui a tué le cochon sauvage sur la carcasse duquel le condor mort a été observé en train de se nourrir. Les composants du métal vont être analysés. Parallèlement, on découpe le long de l'axe central de la plume le rachis, des bandes de 2 cm de barbes et barbules. Chaque section correspond à un moment de la vie de l'oiseau, plus ou moins ancien selon que le prélèvement se fait près de la base ou à l'extrémité. Pour la première fois, nous avons pu prouver que les condors étaient empoisonnés par des munitions à base de plomb trouvées dans une carcasse. Il a fallu beaucoup de chance et d'efforts pour parvenir à ce résultat. Mira Finkelstein a d'abord étudié la composition chimique de la balle trouvée dans la carcasse. Elle a identifié, sur la section de plumes qui correspondait aux périodes de repas du condor sur cette carcasse, des traces de métal. Le résultat des analyses est sans ambiguïté. Le condor mort a été empoisonné au plomb par 3 fois. Il apparaît que le métal ingéré par l'oiseau provient des balles employées par les chasseurs qui ont tué le cochon sauvage. Mira Finkelstein est ainsi la première à mettre en évidence la relation directe entre leur mortalité et le plomb des balles des chasseurs. Pourquoi le plomb ? Cette expérience le montre, une balle de plomb est tirée dans un bloc de gel d'une densité comparable à celle d'une proie. Puis, une balle de cuivre. Leland Brown, un spécialiste de la chasse, entend démontrer les dommages indirectement causés aux oiseaux de proie par l'utilisation du plomb. Vous pouvez voir la fragmentation qui s'est produite avec la balle de plomb.
Tous ces débris ici sont faits de plomb, alors qu'avec d'autres matériaux que le plomb, l'expansion est la même. Le dommage causé au gibier est identique. Vous le tuez rapidement et humainement, et c'est ce que chaque chasseur veut. Vous l'abattez vite et bien, sans le faire souffrir. Mais avantage supplémentaire, vous ne laissez pas de fragments de plomb qui causent des empoisonnements à d'autres animaux. La majorité des chasseurs préfèrent éviter ces dommages collatéraux. Sur une radiographie du bloc de gel en négatif, les fragments apparaissent encore plus clairement. Des débris de plomb qui causent une maladie grave, le saturnisme. C'est ainsi que pendant des années, les condors ont été empoisonnés jusqu'à frôler l'extinction. Quand ils entament une carcasse, les condors commencent généralement par les plaies où sont entrées les balles et où se trouve la poussière de plomb. Des milliers de fragments que plusieurs oiseaux vont ingérer. Pendant longtemps, les chasseurs californiens ont cependant refusé d'utiliser des balles sans plomb, inoffensives pour les charognards. En effet, elles n'étaient alors pas manufacturées pour tous les fusils. L'interdiction des balles de plomb risquait ainsi, selon eux, de porter atteinte à leur droit constitutionnel d'utiliser des armes. Leland Brown milite pour une chasse éthique et respectueuse des espèces protégées. Il fait tout pour convaincre les associations de chasseurs de n'utiliser, conformément à ce que prescrit désormais la loi sur le territoire des condors, que des balles de cuivre. Leurs performances balistiques sont identiques à celles du plomb. Pourtant, bien des chasseurs demeurent réfractaires au message de l'expert. Quand un condor malade est remis à Mike Clark, il est souvent trop tard. Il faudrait parfois opérer l'oiseau pour extraire de son circuit digestif un petit grain de plomb. Mais l'affaiblissement de l'animal rend souvent l'intervention chirurgicale impossible. Dans tous les cas, le patient fait l'objet d'un examen complet et d'une prise de sang. Elle permet de mesurer le degré d'empoisonnement. Pour traiter les oiseaux contre le saturnisme, on leur injecte dans les muscles, notamment ceux de la poitrine, une substance appelée le calcium dinatrium EDTA, qui favorise l'excrétion du plomb. Le traitement, pratiqué une fois par jour, peut durer d'1 semaine à 3 ou 4 mois. Les effets du saturnisme sont désormais bien connus. Cependant, ils n'impliquent normalement aucune incidence sur l'épaisseur des œufs. Le mystère de l'œuf brisé n'est pas résolu. Joe Burnett, qui travaille pour la Ventana Wildlife Society, sait qu'un autre couple de condors s'est établi dans la zone dont il est responsable. Les condors sont équipés de radioémetteurs, ce qui permet de les localiser grâce à une antenne. À la suite d'une visite précédente, le scientifique a relevé quelques points GPS qui l'aident à se diriger malgré la densité de la forêt. Burnett est en expédition avec Mike Clark. De là où il se trouve, celui-ci l'aide par triangulation à repérer le condor 94. Enfin, le chercheur repère l'un des membres du couple sur une branche à proximité immédiate de la plateforme où se trouve le nid. L'oiseau va se poser sur la plateforme. Le biologiste observe chaque geste du condor. Les condors pondent à même le sol,
sur une aire à peine habillée de brindilles. L'œuf du couple est bien là, en bon état, et l'oiseau semble en prendre soin, le repoussant sous son aile avec délicatesse. 94 est un mâle. Mais chez les condors, le père passe plus de temps que la femelle à couver. Tout semble normal, mais Joe Burnett se méfie des apparences. Il veut aller vérifier sur place, avec l'aide de son collègue du zoo de Los Angeles. Les condors s'établissent toujours sur les escarpements les plus inaccessibles. Les étudier requiert des talents d'alpiniste. 94 a aperçu Joe Burnett et se penche pour mieux le voir. Il ne s'enfuit pas. Son œuf est ce qu'il a de plus précieux. Il ne l'abandonnera pas. Joe Burnett et Mike Clark se concertent sur le meilleur moyen d'accéder à la plateforme en minimisant le stress causé à l'animal. Ils s'approchent, lentement. Perplexe, 94 se place sur un rocher à flanc de pente. L'œuf est bien là, posé sur l'espace central. Il a été pondu voici 25 jours. L'oiseau reste calme. Tout est répertorié. La taille, le poids, la couleur de l'œuf. Tout semble normal, mais un détail attire l'attention de Joe Burnett, l'odeur. Il a quelque chose de fétide. Dans la pénombre créée sous un drap de plastique, il faut mirer l'œuf. La lumière d'une torche révèle qu'aucun embryon ne s'est développé. L'œuf ne contient qu'une matière molle et inerte. Aucun vaisseau sanguin ne l'irrigue. Un protocole d'urgence est appliqué. On remplace discrètement l'œuf par un leurre de résine. Celui-ci doit être mis dans l'exacte position où se trouvait l'œuf véritable. Tout se passe si vite que 94 ne se rend compte de rien. Dans quelques semaines, un œuf viable, incubé en zoo et prêt à éclore, remplacera le leur. En attendant, les scientifiques inventorient les microdéchets que les parents ont rapportés au nid. Les condors confondent souvent ces déchets avec des fragments d'os dont le calcium est nécessaire au futur oisillon. Leur absorption est une cause fréquente de mortalité. Ok, on a vérifié l'œuf, il n'est pas viable. Revenu près de l'œuf, 94 en reprend possession, comme si rien ne s'était passé. Joe Burnett avait bien raison. Quelque chose d'anormal est en train de se produire. Quelque chose qui dégrade dramatiquement la qualité des œufs de condor. Pour Mike Clark, la priorité est d'organiser le remplacement de l'œuf de 94. L'œuf de remplacement choisi par Mike Clark a été élevé en couveuse, dans des conditions de température et d'humidité contrôlées et régulièrement retournées. Pour vérifier qu'un embryon s'y est bien développé, le biologiste le pèse et le mesure. Puis, il le mire. Cette fois, l'opération fait apparaître à l'intérieur de l'œuf une riche irrigation sanguine.
Les spécialistes du zoo de Los Angeles et ceux du San Diego Safari Park ont procédé ainsi pendant des années, quand il fallait élever en captivité les condors destinés à la réintroduction en milieu sauvage. Aujourd'hui encore, pour augmenter le stock d'oiseaux libérés, une mère artificielle élève chaque oisillon. Dans la nature, les parents nourrissent les petits par régurgitation. Les condors sont ensuite placés dans des enclos, dans l'environnement où ils sont appelés à passer leur vie, des zones de savane rocailleuse à flanc de montagne, où évoluent les animaux dont plus tard, ils nettoieront les charognes. Dans ces enclos, les condors sont épiés 24 heures sur 24. Leur vie est trop précieuse pour les laisser sans surveillance. Mike Mace a suivi le programme de réintroduction des condors depuis ses débuts. Il a assisté au relâcher de 80 d'entre eux, dont le condor 94. Les jeunes condors sont placés sous la garde de mentors adultes. Leur apprentissage social est d'autant plus important qu'ils appartiennent à une espèce grégaire qui vit en bande d'une vingtaine d'oiseaux. Les mentors voient ainsi passer plusieurs générations de jeunes présomptueux à qui ils enseignent les égards dus aux anciens, et notamment l'ordre protocolaire qui prévaut lorsque l'on passe à table. C'est ainsi que les condors apprennent à vivre, sans jamais voir les hommes qui veillent sur eux. Ces derniers se tiennent toujours invisibles. Aucune dépendance ne doit s'instituer entre eux. La plus belle récompense de ceux qui luttent pour la survie des condors est de leur rendre la liberté. 2 jeunes postulants la connaîtront bientôt. Ils sont conduits au Upper Mountain National Wildlife Refuge, une réserve située dans le comté de Ventura, où ils seront bientôt relâchés. Joseph Brandt est un vétéran de la cause des condors et expert en réintroduction en milieu sauvage. Les 2 jeunes condors sont conduits de l'autre côté du laboratoire. Là se trouve un vaste enclos où ils vont pouvoir, après plusieurs heures de route, déployer enfin leurs ailes. Les 2 oiseaux passeront plusieurs semaines en contact direct avec le vent qui portera bientôt leurs ailes et avec d'autres oiseaux qui partageront avec eux le même ciel.
Les oiseaux qui vivent dans la nature viendront leur rendre visite? Oui, ils vont se percher là. Ça leur fera une transition en douceur. Exactement. Les autres seront perchés à l'extérieur. Ils vont s'habituer à voir d'autres oiseaux. Puis on va les aider avec un mentor ou deux plus âgés. Et après, ils pourront s'envoler librement. Dès leur arrivée, les oiseaux vont subir un choc, dans tous les sens du terme. Ce sera leur leçon du jour, une leçon qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Dans leur enclos, un étrange animal vertical s'active sur un arbre aux formes géométriques. Malgré leur crainte, les condors ne peuvent résister à la curiosité et viennent s'y poser. Dans quelques instants, ce perchoir leur semblera bien moins désirable. Dès qu'un courant électrique de faible intensité parcourt le perchoir, ils ne songent plus qu'à le fuir. Les deux élèves viennent d'apprendre à se méfier des poteaux électriques, sur lesquels beaucoup de leurs congénères ont trouvé la mort. En vue de limiter cette cause de mortalité des condors, on enfouit aussi peu à peu les câbles électriques qui traversent leur vaste territoire. Le processus ne fait que commencer. On voit encore sur certaines crêtes ce qui reste des pylônes et des câbles. Ces travaux titanesques sauvent de nombreuses vies de condors. En effet, ces derniers passent l'essentiel de leur temps perchés. Le matin en particulier, ils attendent parfois pendant des heures que se lèvent les courants qui les aideront à soulever vers le ciel leur corps lourd de près de 12 kilos pour un adulte. Ils parcourront alors, au gré des vents, des distances pouvant aller jusqu'à 250 km à la recherche de carcasses. Le mal mystérieux qui fragilise les œufs de Condor pourrait ruiner 30 ans d'efforts, d'ingéniosité et de succès. Pour comprendre comment éviter une éventuelle catastrophe, Joe Burnett suit à la trace le Condor 94. Celui-ci parcourt de longues distances, comme tous ses congénères. Et comme les autres oiseaux de son groupe, il s'éloigne de ces montagnes pour survoler les eaux du Pacifique. Or, on a pu déterminer que la fragilisation des œufs affecte précisément les populations de condors qui fréquentent les côtes. D'immenses colonies de lions de mer, en réalité des otaries de Californie, peuplent cette zone dont ils aiment les eaux froides et poissonneuses. Ce que les condors, eux, apprécient au-dessus de l'océan, ce sont les courants qui leur permettent de planer pendant des heures sans même battre des ailes. L'antenne réceptrice qu'il brandit devant lui indique à Joe Burnett que Condor 94 se trouve bien dans les parages. Se pourrait-il qu'une mystérieuse corrélation existe entre l'environnement océanique qu'il fréquente et le mal qui frappe les condors? Bientôt, le signal émis par la balise posée sur le corps de 94 se renforce. Si Joe Burnett le trouve seul dans le ciel, cela voudra dire que sa compagne, elle, est restée sur la plateforme à couver en attendant son retour.
toute une colonie de condors fait halte sur les escarpements rocheux qui bordent le Pacifique. Ce sont les condors du groupe de 94. Enfin arrive 94, comme le prévoyait Joe Burnett. Il est bien seul. L'œuf que le biologiste a placé dans son nid est probablement en sécurité sous le corps de la mère. En suivant 94, Joe Burnett constate que parmi les condors de son groupe figurent d'autres parents malheureux dont les œufs se sont brisés ou ne se sont jamais développés. Pour que ces condors visitent assidûment ces rivages, il doit y avoir une raison. La voici, filmée par un biologiste. Un condor se pose sur les galets d'une crique. Ce qui attire le condor ici, ce n'est pas une carcasse de daim ou de sanglier, mais celle d'une baleine. Sur la côte, les cadavres de mammifères marins représentent 90% des carcasses dont se repaissent les condors. Cependant, rien ne permet d'établir un lien entre ce régime alimentaire, spécifique à ce groupe de condors, et le mystère des œufs brisés. Non loin de là, un centre d'études des mammifères marins recueille un nombre important d'animaux malades. Depuis 1975, plus de 17 000 éléphants de mer, phoques, dauphins ou petites baleines y ont été traités. Le plus souvent, les observations cliniques et les autopsies révèlent les effets mortels d'étranglement dans des filets, de la malnutrition ou de maladies infectieuses. Cependant, les prélèvements effectués sur certains organes, foie, pancréas, muscles, et surtout sur les tissus épithéliaux, ceux qui enveloppent le corps et les organes, indiquent un taux anormalement élevé de cancer chez les lions de mer. On a diagnostiqué ce cancer épithélial chez 1/5 des animaux retrouvés morts et échoués sur les côtes. Tous les tissus sont analysés, de la peau au cartilage, en passant par les graisses sous-cutanées. La haute prévalence des cancers chez les lions de mer de Californie ne fait aucun doute. Mais un autre fait troublant attire l'attention des chercheurs. Dans les graisses des mammifères marins, ils retrouvent souvent une substance chimique appelée le DDE, un produit toxique qui résulte de la dégradation du DDT, un pesticide développé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les loutres de mer nagent-elles dans un océan pollué au DDT ? Les mammifères marins de la région sont-ils contaminés par ce polluant ? Les mammifères marins s'intoxiqueraient, intoxiquant à leur tour les condors qui se nourrissent de leurs carcasses. On voudrait y croire, mais c'est impossible. Les effets cancérigènes du DDT conduisirent en effet à son interdiction aux États-Unis en 1972. Pour comprendre cette mécanique infernale, il faut longer l'usine désaffectée de la Montrose Chemical Corporation. Il est interdit d'y entrer. Entre les années 1949 et 1970, l'usine fabriquait du DDT. De 1940 à 1970, les déchets de l'usine sont rejetés dans l'océan, à l'endroit où se reproduisent les lions de mer. Après la saison des amours, les lions de mer remontent vers le nord, vers le Big Shore, où vivent les condors.
un poison jeté à l'océan affecterait 40 ans plus tard les mammifères marins et indirectement les condors? Cela paraît incroyable. Pourtant, il n'y a pas de doute. Phoques, lions de mer et dauphins absorbent bel et bien dans ses eaux un poison invisible. Rien ne prouve encore qu'il existe un lien entre les animaux empoisonnés au DDE que mangent les condors et l'amincissement de la coquille de leurs œufs. Joe Burnett rejoint à Berkeley le professeur Robert Riceborough. Celui-ci a étudié ces questions toute sa vie. Il lui présente les fragments d'œufs retrouvés dans le nid du canyon de Partington. Les deux hommes réexaminent au microscope la section de la coquille. Les œufs qu'on collecte dans la nature, l'analyse de leur contenu, les observations sur le terrain, tout confirme la seule corrélation possible, celle entre le DDE et l'amincissement des coquilles. Certains experts prévoient qu'il faudra peut-être un siècle pour que l'océan se rétablisse. En attendant, il faut éviter aux condors de se nourrir de carcasses empoisonnées. C'est pourquoi des volontaires déposent chaque nuit dans la région que survole 94 et les membres de son groupe des carcasses saines. Il faut les attacher au sol pour que les coyotes ne les emportent pas. Chacun a prélevé sa part du festin. Les coyotes, sans pouvoir emporter de buffet. Les corbeaux, les corneilles, quelques vautours. Les condors arrivent, comme des stars, toujours en retard. Les plus jeunes, vigoureux, ont une longueur d'avance. La viande qui est ainsi livrée à domicile aux condors ne contient ni plomb ni DDE. Elle leur fournit une source de nourriture appréciable. Mais on ne peut rendre les condors dépendants d'une seule source d'approvisionnement. Ils continueront, quoi qu'y fassent les hommes, à parcourir de longues distances pour dévorer ce que bon leur semblera. La mise à leur disposition de carcasses saines ne fait que limiter les dégâts.
Pour que la population de condors de Californie dépasse enfin les 400 individus, les hommes peuvent limiter les risques liés aux empoisonnements. Cependant, le destin de l'espèce dépend des condors eux-mêmes. Plus ils se reproduiront, et plus l'espèce aura de chances de surmonter ces derniers périls. Sur la crête d'un roc, ailes déployées, tête baissée, un mâle commence sa parade nuptiale. Avec la femelle qu'il s'est choisie, il formera un couple durable et monogame. Ils voleront toujours ensemble, se partageant le ciel, sauf pendant les périodes de nidification. Pour la pérennité de l'espèce, leur fécondité sera essentielle. Accroître les populations demeure le meilleur moyen de sauver le condor de Californie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les oiseaux que Joseph Brandt a placés dans un enclos de transition. Sur la voûte de la grande cage, des condors redevenus sauvages sont venus rendre visite à celui ou à ceux qui seront bientôt libérés, comme pour les admettre par avance dans leur communauté. Deux jeunes condors seront bientôt prêts pour la liberté. Mais ce n'est pas vers eux que s'avance Joseph Brandt. Celui que le biologiste veut capturer, c'est le numéro 63. Le mentor, le professeur, celui qui a donné 20 ans de sa vie à enseigner à des adolescents comment devenir de braves condors sauvages. Avant son départ pour la liberté, 63 doit subir une batterie d'examens biologiques. Un émetteur qui permettra de le suivre tout au long de sa nouvelle vie est solidement collé à l'une de ses rémiges. Il est prêt à partir, il sent le vent. Il nous a vraiment rendu service. Il s'est occupé de beaucoup de jeunes oiseaux. Certains des oiseaux qui font déjà partie de la population sauvage. Il s'est occupé d'eux quand on les a relâchés. Alors merci Zoé, on te laisse partir et vole en liberté. Qu'adviendra-t-il de 63 ? Rien n'est joué pour lui. En effet, il y a bien longtemps, on lui rendit déjà sa liberté une première fois. Hélas, il ne sut qu'en faire.
Il s'égara, demeura seul, désemparé. Il fallut le recapturer, et il devint le mentor d'autres condors. Si 63 ne s'intègre pas à un groupe le plus vite possible, le même scénario risque de se reproduire. « 63 s'est posé parmi des corbeaux dont la présence signale celle d'une proie. Ses instincts sont intacts. Près des petits charognards, 63 retrouve quelques-uns de ses élèves. Il leur a appris la vie. À leur tour désormais de l'accueillir et de lui enseigner la liberté.